Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons reprendre l'étude du discours intégral de Robert Badinter à l'Assemblée nationale le 17 septembre 1981. Je vous invite à retrouver votre texte que je vous avais distribué, qu'on avait lu ensemble, qu'on avait commencé à étudier. On va revenir un petit peu sur des choses qu'on a déjà dites ensemble en cours. Je vous rappelle que je vous ai fourni un document dans le Drive de cours de français, un petit document où vous avez les liens vers les vidéos d'archives du discours réel de Robert Badinter, qu'on avait aussi écouté ensemble en classe. Donc, on va revenir brièvement sur les deux premières pages. On les avait lues ensemble, ces deux premières pages. On avait vu qu'elles étaient assez arides parce que c'est vraiment, on va dire, le passage obligé de Robert Badinter, déjà qui se plie aux usages, aux coutumes, aux formules de politesse, et qui fait un espèce de récapitulatif historico-politique ou politico-historique, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il revient sur certaines références historiques, références politiques. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément... C'est un petit peu aride comme entrée en matière, mais une fois qu'on a réussi à passer ces deux premières pages, on rentre vraiment dans le vif de l'argumentaire qui, lui, est, je pense, tout à fait à votre portée, que vous pouvez tout à fait comprendre et qui peut vous interpeller, d'accord ? Donc moi, ce que je veux que vous reteniez de ces deux premières pages, on va dire d'entrée en matière, d'introduction avant l'entrée en matière de l'argumentaire de Badinter, c'est qu'en fait, il va, comme on l'a dit, il va se plier aux usages, aux coutumes, à ce qui se fait, ce qui est, on va dire, c'est les formalités, d'accord ? Donc il va déjà contextualiser son discours, il va présenter il va préparer le terrain. Voilà, pour dire les choses simplement. Désolée, je balbutie. Il prépare le terrain pour son argumentaire. C'est-à-dire que si vous imaginez, je sais pas moi, un ring de boxeur, il se met en position de combat, d'accord ? Ou alors, si vous jouez à Counter-Strike ou je ne sais pas quoi, on va dire qu'il se place sur le toit de son bâtiment, il se camoufle, etc. Il pose son arme, il ajuste la cible, etc. Et donc, en fait, il va ajuster son angle de vue, son angle d'attaque sur l'argumentaire, d'accord ? Il va positionner sa réflexion, il va planter les bases, planter les piliers du déroulement de sa réflexion. Euh, alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? C'est qu'il va commencer en disant que c'est un débat de conscience. Il le dit au tout début dans les lignes 12-13, il dit c'est un débat de conscience. Au-delà des appartenances politiques, au-delà des clivages des familles politiques, parce que, petite parenthèse, quand on est dans un hémicycle à l'Assemblée nationale, il y a des bancs dans l'hémicycle qui sont réservés à certains partis politiques en fonction du nombre de sièges qu'ils ont obtenus aux élections, d'accord ? Donc, les députés sont regroupés selon leur famille politique. Donc, on a le banc des socialistes, le banc des communistes, le banc RPR, UDF, etc., etc. Et là, ce que Robert Badinter veut, c'est que les députés qui l'écoutent, qui vont écouter ce discours et qui vont devoir ensuite voter pour savoir s'ils veulent adopter ce projet de loi ou pas, le projet d'abolition de la peine de mort, il leur dit oubliez, ce n'est pas une question de je suis de droite ou je suis de gauche, j'appartiens à telle famille politique, c'est vraiment une décision à prendre en son fort intérieur, individuellement, c'est un choix de conscience individuelle, c'est un engagement personnel. D'accord ? Ce n'est pas une question de loyauté envers un parti politique ou envers un courant de pensée ou d'idéologie. D'accord ? Il veut vraiment que les députés dépassent ces clivages politiques. Il veut sortir de ce carcan selon lequel, quand on est de gauche, on est contre la peine de mort, et quand on est de droite, on est pour la peine de mort. Non, ce n'est pas forcément comme ça. On peut être beaucoup plus nuancé et on peut avoir des idées personnelles, individuelles, qui nous appartiennent en notre fort intérieur. D'accord ? Donc ça, c'est pour positionner pour amorcer son exposé, sa démonstration, son argumentaire.
Ensuite, il va tracer un parallèle entre la peine de mort et la torture et l'esclavage, qui sont des pratiques qui appartiennent à un ancien temps, qui appartiennent à des civilisations anciennes, complètement archaïques, qui ne correspondent pas à la démocratie moderne, aux valeurs démocratiques, républicaines ou en tout cas universalistes et humanistes modernes. Donc là, il va jouer vraiment sur le rôle des Lumières, le rôle phare de la France dans le monde à cette époque-là, au XXe siècle. Et déjà depuis un certain temps, la France a une réputation dans le monde on va dire, de tête de file de la morale éclairée et de la politique universaliste. C'est elle qui est à l'origine des droits de l'homme, dans le monde, hein, c'est-à-dire pas seulement à l'échelle de la France, mais à l'échelle du monde, qui va pousser ces valeurs-là, ces principes-là, pour qu'ils deviennent universels, d'accord? C'est vraiment, la France prétend avoir une portée de sa morale et de ses valeurs politique humaniste qui est universelle. Donc il va jouer là-dessus et il va partir d'un constat, c'est que la France a été une des premières à abolir la torture, à abolir l'esclavage, mais elle est l'une des dernières à abolir la peine de mort. Donc il va partir de ce constat, de ce retard, et il se dit, mais nous qui sommes les fondateurs de la littérature d'idées occidentales, de la pensée éclairée des philosophes des Lumières. Comment peut-on, en 1980, presque à la fin du XXe siècle, encore avoir la peine de mort inscrite dans notre droit, dans notre constitution, enfin pas dans notre constitution, mais dans notre droit pénal, dans la loi. Donc là, il va jouer vraiment sur la sensibilité morale des députés qui sont présents, sur leur fierté d'appartenance à la nation française. Donc il va essayer d'instiller dans l'audience qui l'écoute, chez les députés qui sont là présents dans l'hémicycle, un sentiment de honte de n'avoir pas encore, en 1980, aboli la peine de mort. Il va tracer ce parallèle entre la peine de mort, la torture et l'esclavage, des pratiques archaïques qui n'ont pas leur place dans un pays de droit, dans un pays de lumière, dans un pays de démocratie et de république. Donc là, c'est déjà un positionnement sur le plan de l'argumentation qui est moral, qui est de l'ordre de la morale, des valeurs, et il va y ajouter une charge d'autorité en citant, en mentionnant des noms de grands hommes politiques qui ont marqué l'histoire politique et littéraire, en tout cas en termes de littérature d'idées de la France, et il va nous donner à la deuxième page une citation de Jean Jaurès à la ligne 85. Donc en citant Jean Jaurès, il rappelle: la peine de mort est contraire à ce que l'humanité depuis 2000 ans a pensé de plus haut et rêve de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la révolution. Donc là, effectivement, ça a une charge d'autorité, parce que ce n'est pas lui qui le dit, c'est Jean Jaurès. Jean Jaurès qui a eu un rôle très important dans la politique française. Lorsqu'il parle de l'esprit de la Révolution, Jean Jaurès, cité par Robert Badinter dans son discours, là encore, c'est en quelque sorte un petit peu un argument d'autorité, parce que l'esprit de la Révolution, c'est une référence à Antoine de Saint-Just, qui est un penseur important de l'époque révolutionnaire en France. C'est une référence à l'héritage idéologique, politique et historique français qui a aboli un ordre social médiéval, moyenâgeux, archaïque, et qui a posé les bases d'un fonctionnement démocratique moderne. D'accord ? Donc quand il dit que la peine de mort est contraire à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution, il englobe tout, c'est-à-dire ceux qui sont encore un peu conservateurs, même si le christianisme est essoufflé en France depuis la séparation entre l'État et l'Église, eh bien, qu'on soit encore conservateur, qu'on soit chrétien, ou qu'on soit complètement laïque, complètement athée, dans les deux cas, la peine de mort n'est pas compatible avec les valeurs de ces deux
bords de ces deux différentes sensibilités morales ou politiques. Bien, maintenant on en vient à la réfutation, la fameuse réfutation de l'argument selon lequel la peine de mort pourrait avoir une valeur dissuasive, un effet dissuasif dans la société, et donc qui permettrait de faire baisser la courbe de la criminalité. L'effet dissuasif, ça veut dire que, puisqu'on se dit qu'on risque de se faire décapiter ou pendre ou enfermer à perpétuité, on va éviter de commettre des crimes. Alors selon lui, selon Robert Badinter, cet argument ne tient pas. Et il va anticiper cet argument et il va y apporter un contre-argument. Si vous vous souvenez, on avait regardé un petit peu ensemble, donc à la deuxième page, à partir de la ligne 90, vous voyez, vers la deuxième moitié de la deuxième page, il compare deux périodes de 10 ans, deux périodes de 10 ans avec des mandats présidentiels différents. Donc on a en premier les années 1888-1897, pendant lesquelles on a des présidents qui ne sont pas spécialement contre la peine de mort, en tout cas qui laissent les exécutions avoir lieu lorsqu'elles sont prononcées, lorsque quelqu'un est jugé et condamné à la peine de mort, eh bien il est exécuté, il laisse cette pratique avoir lieu. Et ensuite, on a la période 1898-1907, où on a des présidents, donc il les cite, Loubet et Falguière, qui eux sont personnellement, en leur âme et conscience, contre la peine de mort, et donc ils vont systématiquement utiliser leur droit de grâce. On en avait parlé en cours, le droit de grâce, ça veut dire le pouvoir que le président a de gracier un condamné, c'est-à-dire, même s'il est reconnu coupable, il n'est pas innocenté, mais il va échapper à la peine qui lui a été infligée, c'est-à-dire la peine de mort. Et ce que Robert Badinter constate là, avec des chiffres, avec des statistiques, c'est que dans la première période où on a des exécutions qui sont pratiquées, on recense 3066 homicides, c'est-à-dire des actes qui entraînent la mort de personnes. 3066 homicides dans des mandats présidentiels, au cours de mandats, dans la période de mandat présidentiel où la peine de mort est pratiquée, contre 1068 homicides entre 1898 et 1907 où il n'y a pas de peine de mort. Donc presque 3 fois moins d'homicides recensés en France sur une période d'une même durée sans peine de mort. Donc ça réfute par des chiffres cette idée selon laquelle la peine de mort pourrait avoir un effet dissuasif dans la société et dans la courbe de la criminalité en France. Donc ça, c'est des premiers chiffres qu'il donne. Et ensuite, un peu plus loin, il va toujours sur cet argument, sur cette idée de réfutation, sur cet argument de réfutation de la valeur dissuasive de la peine de mort. Là, il a donné les chiffres et il va passer à une explication un peu plus sociologique, ou même presque psychologique, psychiatrique qu'il a donné. Il dit, donc page 4, troisième paragraphe, ligne 191, « Il n'est pas difficile, d'ailleurs, pour qui veut s'interroger loyalement, de comprendre pourquoi il n'y a pas entre la peine de mort et l'évolution de la criminalité sanglante ce rapport dissuasif que l'on s'est si souvent appliqué à chercher sans trouver sa source ailleurs. Et j'y reviendrai dans un instant. Si vous y réfléchissez simplement, les crimes les plus terribles, ceux qui saisissent le plus la sensibilité publique, et on le comprend, ceux qu'on appelle les crimes atroces, sont commis le plus souvent par des hommes emportés par une pulsion de violence et de mort qui abolit jusqu'aux défenses de la raison. À cet instant de folie, à cet instant de passion meurtrière, l'évocation de la peine de mort, qu'elle soit de mort ou qu'elle soit perpétuelle, ne trouve pas sa place chez l'homme qui tue. » Là, tout simplement, ce qu'il dit, c'est quand il dit que la pulsion meurtrière abolit jusqu'aux défenses de la raison, ça veut dire que, là je vous renvoie à l'état qu'on a décrit, l'état du condamné à mort qu'on a décrit chez Hugo dans la précédente vidéo,
C'est quelque chose un petit peu du même ordre qui se produit chez le meurtrier. Le meurtrier qui a une pulsion meurtrière, une pulsion sanguinaire, il n'a pas cette idée de se dire « Ah non, attends, je réfléchis, je vais prendre un moment de recul, je vais prendre un moment de réflexion, peser le pour et le contre, analyser, évaluer les conséquences possibles à mon acte sur le long terme. » Non. Un meurtrier sanguinaire qui est emporté par ses pulsions, qui n'est plus gouverné par la raison, mais par la pulsion sauvage, il n'a pas, on peut pas dire que la peine de mort puisse avoir le moindre effet dissuasif sur lui. Il ne craint absolument pas la mort à ce moment-là. Et ça, c'est pour le... On va dire qu'on a plusieurs types d'assassins. On a les assassins là, ce cas-là, c'est ceux qui agissent par pulsion, qui ne se contrôlent pas, qui ne se maîtrisent pas, qui tuent sans réfléchir. Et puis il y a ceux qui, ce qu'on appelle les meurtres de sang-froid, d'accord ? Et il dit cela... là, un petit peu plus tard, il dit « Quant aux autres, les criminels de sang-froid, ceux qui pèsent les risques, ceux qui méditent le profit et la peine, ceux-là, jamais vous ne les retrouverez dans des situations où ils risquent l'échafaud. Truands raisonnables, profiteurs du crime, criminels organisés, proxénètes, trafiquants, mafiosi, jamais vous ne les trouverez dans ces situations-là. Jamais ! Ceux qui interrogent les annales judiciaires, car c'est là où s'inscrit dans sa réalité la peine de mort, savent que dans les 30 dernières années, vous n'y trouvez pas le nom d'un grand gangster, si l'on peut utiliser cet adjectif en parlant de ce type d'homme. Pas un seul ennemi public n'y a jamais figuré. En gros, il dit, ceux qui tuent de sang-froid, ceux qui préparent leur crime, qui le méditent, qui l'organisent, qui le planifient, sont beaucoup trop intelligents, beaucoup trop organisés pour se faire prendre et pour se retrouver dans une situation où ils risquent la peine de mort. Donc en gros, ils passent entre les mailles du filet. C'est comme ça. Et ça, c'est, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, un homme qui a une longue carrière d'homme de loi, de juriste, d'avocat du barreau. Donc il sait de quoi il parle, il a vu les types d'affaires, il a vu passer des centaines et des centaines et des centaines de dossiers et de cas. Et donc il sait que ceux qui se retrouvent jugés et condamnés à mort, ce ne sont jamais forcément les criminels de sang-froid, les criminels vraiment monstrueux, c'est-à-dire ceux qui non seulement planifient, mais en plus ont conscience, savent ce qu'ils font, réalisent l'horreur de ce qu'ils font, et en plus n'en éprouvent aucun remords, vous voyez ? Et le dernier type d'assassin criminel qu'il va mentionner, c'est celui du terroriste. Donc là, c'est à la page 6, un peu plus loin. Il va dire, je vous lis les paragraphes. Certains voient dans la peine de mort une sorte de recours ultime, une forme de défense extrême de la démocratie contre la menace grave que constitue le terrorisme. La guillotine, pense-t-il, protégerait éventuellement la démocratie au lieu de la déshonorer. Cet argument procède d'une méconnaissance complète de la réalité. En effet, l'histoire montre que s'il est un type de crime qui n'a jamais reculé devant la menace de mort, c'est le crime politique. Et plus spécifiquement, s'il est un type de femme ou d'homme que la menace de mort ne saurait faire reculer, c'est bien le terroriste. D'abord, parce qu'il l'affronte au cours de l'action violente, ensuite parce qu'au fond de lui, il éprouve cette trouble fascination de la violence et de la mort, celle qu'on donne, mais aussi celle qu'on reçoit. Le terrorisme, qui pour moi est un crime majeur contre la démocratie, et qui, s'il devait se lever dans ce pays, serait réprimé et poursuivi avec toute la fermeté requise, a pour cri de ralliement, quelle que soit l'idéologie qui l'anime, le terrible cri des fascistes de la guerre d'Espagne « Viva la muerte ! Vive la mort !» Alors, croire qu'on l'arrêtera avec la mort, c'est illusion. Allons plus loin. Si dans les démocraties voisines, pourtant en proie au terrorisme, on se refuse à rétablir la peine de mort, c'est bien sûr par exigence morale, mais aussi par raison politique. Vous savez en effet qu'aux yeux de certains, et surtout les jeunes, l'exécution du terroriste le transcende, le dépouille de ce qu'a été la réalité criminelle de ses actions, en fait une sorte de héros qui aurait été jusqu'au bout de sa course, qui s'étant engagé au service d'une cause aussi odieuse soit-elle, l'aurait servi jusqu'à la mort. Dès lors apparaît le risque considérable
que précisément les hommes d'État des démocraties amies ont pesé, de voir se lever dans l'ombre pour un terroriste exécuté 20 jeunes gens égarés. La peine de mort nourrirait le terroriste. Donc là, dans ce contre-argument, quand il s'intéresse au cas du meurtrier terroriste, il dit que non seulement ça n'a pas une valeur dissuasive, mais au contraire, ça a une valeur c'est presque l'inverse. Ça encourage, ça nourrit le terrorisme, parce que le terroriste qui commet un crime, qui répond à la mort, qui éprouve une fascination, qui est obsédé, qui est fasciné par la mort, aussi bien par le fait de la donner que par le fait de la recevoir, ce terroriste, c'est ce qu'il veut. Il veut être tué pour pouvoir dire « je suis un martyr et je suis mort pour une cause, ils m'ont tué ». C'est lui donner raison. Le condamner à mort et l'exécuter, c'est lui donner raison, c'est lui donner ce qu'il veut. Voilà ce que nous dit Robert Badinter. Et donc là, on clôt cette petite analyse du premier argument du discours de Badinter sur la réfutation de la thèse selon laquelle la peine de mort pourrait avoir un effet de dissuasion, pourrait avoir une valeur dissuasive en ce qui concerne les chiffres de la criminalité dans un pays. On parlera des autres arguments dans d'autres vidéos parce que sinon on va avoir une vidéo beaucoup trop longue. Je vous dis à très bientôt.